Afin d'effectuer un bilan d'énergie d'un système thermodynamique, on va énoncer le premier principe de la therme. Alors, pour énoncer ce principe, il va falloir que l'on définisse ce qu'on appelle l'énergie interne d'un système. Pour comprendre un petit peu ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on définit une nouvelle énergie, on va reprendre le cas qu'on avait vu en introduction du chapitre, une casserole que l'on chauffe. Cette casserole, imaginons qu'elle est immobile et elle est située au niveau du sol. Immobile, ça veut donc dire que sa vitesse, elle est nulle. Et donc ça veut dire que son énergie cinétique, qui est 1 demi de m fois la vitesse au carré, eh bien elle va être nulle également. Si je suis situé au niveau du sol, eh bien ça veut dire que mon altitude z est égale à 0. Et donc, si je calcule l'énergie potentielle de mon système, mgz, ça va être égal à 0. Alors c'est effectivement un cas particulier, mais c'est volontaire, parce que ça veut dire que la somme de ces énergies, et donc l'énergie mécanique du système, va être nulle. Mais alors, que devient l'énergie que reçoit ma casserole de la part de la plaque chauffante? Eh bien, on va dire que cette énergie va être emmagasinée sous forme d'énergie interne. Donc c'est une énergie qui est microscopique parce qu'elle va aller alimenter euh, les, euh, les particules qui sont à l'intérieur de notre système, qui constituent notre système. Donc l'énergie interne, c'est une énergie qui est propre au système thermodynamique. Et pour le définir, on va aller regarder l'activité 3, page 408. L'activité 3, page 408, la voici. Alors, elle n'est pas forcément évidente, hein, donc on va essayer de la commenter ensemble. Il s'agit donc d'étudier les fumerolles en Islande, donc les fumées ou des vapeurs, enfin bref, on va le voir, qui s'échappent du sol magmatique, en Islande par exemple, hein, ça pourrait être ailleurs. Je vous laisse découvrir les petits documents qui sont là, qui décrivent un certain nombre de choses, et puis revenez tout de suite après vers la vidéo s'il vous plaît. Alors maintenant que vous avez lu ça, donc qu'est-ce qui est décrit ici? On décrit grosso modo sous quelle forme peut être située l'énergie interne qui est notée avec un U ici. Donc il y a l'énergie cinétique microscopique et l'énergie potentielle microscopique. Qu'est-ce que c'est que l'énergie cinétique microscopique? C'est assez simple, hein, c'est effectivement la somme des énergies cinétiques de chaque particule. L'énergie cinétique est liée au mouvement. On a vu donc que les particules étaient en mouvement, et donc c'est cette énergie qui va créer l'énergie cinétique microscopique. Et donc il va de soi que si j'emmagasine de l'énergie interne, eh bien, je vais augmenter cette énergie cinétique probablement, et quelque part augmenter la température de mon corps. C'est ce qu'on peut voir par exemple sur l'animation qui est là. Quand je vais chauffer mon corps, eh bien je lui transmets de l'énergie, hein. Donc là l'exemple c'est pour un gaz, mais pour un solide ça donnerait un peu la même chose. Et donc que se passe-t-il? Eh bien mes molécules ou mes atomes, enfin les particules qui constituent mon système, vont être plus agitées. Quand il s'agit d'un solide ou d'un liquide, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est que les petites particules qui sont là vont vibrer un petit peu plus. Au niveau du liquide, elles vont vibrer encore davantage et puis bouger un petit peu plus vite. Au niveau du solide, évidemment, elles ne bougent pas, mais elles vont vibrer un petit peu plus. Donc ça, c'est l'énergie cinétique microscopique. Qu'est-ce que l'énergie potentielle microscopique? Eh bien, c'est l'interaction qu'il y a entre les molécules. Enfin, elle va en tout cas représenter l'interaction qu'il peut y avoir entre les entités. Je dis souvent molécules, mais ça peut être molécules, atomes, ions, ce qu'on a décrit, ce qu'on a appelé toutes les particules. Alors ces interactions, on les voit pas forcément bien sur un gaz, puisqu'elles sont limitées. Dans le cas d'un gaz parfait, on a dit qu'elles étaient limitées au choc. Mais imaginez que cette fois-ci, je réduis vraiment le volume, alors je peux pas aller plus bas que ça, ben, on imagine bien qu'il va y avoir des petites forces qui vont s'établir entre ces molécules, ces atomes, ces ions, ces particules, ces entités. Et donc, ben, la nature de ces interactions va changer aussi en fonction de la température, de l'énergie interne, et en tout cas, elles vont constituer une partie de cette énergie interne. Donc l'énergie interne, c'est la somme de cette énergie microscopique, cinétique, et de cette énergie potentielle microscopique. Alors, on vous demande pas d'en savoir beaucoup, mais bon, voilà, savoir qu'on peut emmagasiner de l'énergie interne, et puis que ça va modifier et l'état d'agitation de mon système, des particules qui constituent mon système, et la nature de leurs interactions, c'est quelque chose qui est important.
Bon, les états de la matière, vous connaissez, et puis donc là, ici, on a des fumerolles. Alors, répondons aux questions qui nous sont posées. Euh, je les ai recopiées ici pour pouvoir les commenter, pardon. Pour un corps pur, classer les trois états de la matière selon la valeur de leur énergie cinétique microscopique. Alors, eh bien, si l'énergie cinétique microscopique augmente, eh bien, il est bien évident que l'état qui a le moins d'énergie cinétique, c'est celui où il y a le moins d'agitation. Eh bien, c'est le solide. Donc, dans le cas d'un solide, cette énergie cinétique sera inférieure à celle qu'aura mon système dans le cas d'un liquide, et elle sera inférieure à celle qu'aura le même système s'il est dans un gaz. Donc là, évidemment, c'est l'énergie cinétique microscopique qui est croissante, hein, évidemment, c'est un axe qui est croissant. Alors, dans le document, on vous explique, dans le document de l'activité, que euh, eh bien, toutes, c'est ce qui est noté là, euh, même si on est dans l'état solide, on a une certaine énergie cinétique. Hein. Cette énergie sera nulle si vraiment, vraiment, on descend à une température, alors faut que ça va me prendre un petit peu de temps pour refroidir, si on descend à une température de 0 Kelvin. D'ailleurs, le 0 Kelvin est défini un petit peu comme ceci, c'est la température où l'agitation moléculaire, l'agitation atomique, l'agitation des particules, elle est inexistante, elle est quasiment nulle. Alors, c'est un point, concept un peu théorique, hein. Il y a toujours une forme d'agitation quelque part, mais ce point théorique, voilà, nous dit à 0 Kelvin, il n'y a pas d'agitation. Alors vous voyez, on a du mal à y descendre, mais on comprend le concept. D'accord? Préciser ce que devient l'énergie interne de la matière présente dans une chambre magmatique lorsqu'une fumerole, euh, il m'en manque un petit bout, excusez-moi, lorsqu'une fumerole pardon. Eh bien, que devient l'énergie interne? Eh bien, sachant que on est dans la chambre magmatique, donc on est à l'intérieur, cette énergie, elle est là à l'intérieur, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se transmettre à l'atmosphère. En réalité, qu'est-ce que la fumerole? C'est une libération d'énergie. Donc, que devient l'énergie interne dans la chambre magmatique? Eh bien, elle va diminuer, évidemment, hein, cette énergie interne diminue parce que elle est, car elle est transmise à l'atmosphère. Désolé pour l'écriture, c'est vraiment horrible aujourd'hui. Donc, l'énergie interne diminue car elle va être transmise à l'atmosphère. Prédire l'évolution de l'énergie interne des gaz une fois sortis du sol. Euh, alors, euh, si je regarde ce qui se passe et ce qui nous est dit ici, les gaz sortent à une température entre 100 et 500 degrés. Il est évident que l'atmosphère, en particulier en Islande, n'est pas à une telle température. Donc que vont faire les gaz? Eh bien les gaz vont être refroidis. Les gaz vont se refroidir. Donc ça veut dire que la température augmente, diminue, pardon. Si la température diminue, ça veut dire que l'énergie cinétique microscopique diminue, et donc ça veut dire que leur énergie interne va diminuer. D'accord? Donc que se passe-t-il quand un gaz se refroidit? Quand un corps se refroidit, bah, c'est simplement son énergie interne qui diminue. Et que se passe-t-il? Eh bien c'est ce qu'on a vu ici, on transmet de l'énergie au système qui est extérieur, donc en l'occurrence à l'atmosphère. D'accord? Donc il va y avoir un transfert d'énergie entre les gaz vers l'atmosphère, et par voie de conséquence, comme l'énergie cinétique potentielle de ces gaz macroscopiques ne varie pas trop, c'est l'énergie interne qui va varier. Donc cette énergie interne, ça va être, pour résumer, une somme de l'énergie cinétique microscopique d'un système et de l'énergie potentielle d'interaction qu'on appelle l'énergie potentielle microscopique. Alors notons ça dans le cours. L'énergie cinétique microscopique, c'est micro, qui est donc liée à l'agitation thermique désordonnée
des entités du système. Donc elle est liée à l'agitation thermique désordonnée des entités du système. Et donc évidemment, cette énergie cinétique microscopique augmente avec la température. Cette énergie cinétique augmente avec la température. Donc si on regarde le schéma qui est juste à côté, eh bien, qu'est-ce qui va augmenter? Ça va être la vitesse V1 de la molécule qui est là, la vitesse V2 de la molécule qui est là, sa longueur, hein, évidemment, la norme du vecteur, et puis la vitesse de toutes les autres molécules d'eau qui seraient présentes ici. L'énergie potentielle d'interaction, elle, va rendre compte de tout ce qui est interaction entre particules. Donc, c'est des interactions qui sont toutes de nature électromagnétique, comme des aimants par exemple. Alors soit entre les atomes d'une molécule, donc par exemple ici entre l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène, il y a des liaisons, c'est une liaison électromagnétique, et donc cette liaison va pouvoir vibrer en fonction de l'énergie qu'il y aura, qu'on leur a fournie, et donc va influer sur la valeur de l'énergie potentielle d'interaction. Donc soit entre des ions si mon corps est ionique, et ça vous en avez vu un exemple en enseignement scientifique en première. Donc c'est ce qui assure la cohésion des cristaux. Le cristaux de chlorure de sodium, par exemple, c'est des ions qui sont liés entre eux par des forces électromagnétiques, ou soit entre des molécules, carrément. Et donc c'est notamment le cas des liaisons hydrogènes, alors qui n'existent pas systématiquement. Donc là, par exemple, on a une liaison hydrogène entre l'atome d'oxygène très électronégatif et l'atome d'hydrogène qui est très électropositif. Donc c'est ce qu'on appelle ici une liaison hydrogène. C'est ce qui existe par exemple dans l'ADN, qui lui permet de se replier sur lui-même. Il existe aussi un autre type de force qui s'appelle les forces de Van der Waals, mais enfin c'est pas l'objet de ce programme. Et donc l'énergie interne, ici, qu'est-ce que ce sera? Ce sera la somme de ces différentes énergies. Donc l'énergie interne est égale à la somme de l'énergie cinétique microscopique et de l'énergie potentielle d'interaction microscopique. Donc c'est un peu la même formule que pour l'énergie mécanique, sauf que la nature des énergies ici n'est pas la même. Bien évidemment, ce sont des énergies, donc les unités sont les mêmes que pour les énergies macroscopiques. Ce sera exprimé en joules. Alors, on calculera rarement ces énergies microscopiques. Par contre, on pourra calculer la variation d'une énergie interne, complètement. Donc, l'énergie reçue par un système peut être stockée sans que son énergie cinétique ni son énergie potentielle ne soit modifiée. C'est l'énergie microscopique qui va être modifiée. C'est par exemple, d'une manière très simple, ce qui se passe quand on s'alimente. On augmente notre énergie par les nutriments qu'on va assimiler puis qu'on va convertir en stock de glucose ou de graisse. Évidemment, notre énergie macroscopique n'est pas affectée. On n'a pas besoin ni de courir ni de monter à l'étage pour augmenter notre énergie dans la situation qu'il y a. Voilà, donc c'est quelque chose, vous allez voir sur les exercices, qui est assez simple. La définition ici est peut-être un petit peu complexe, mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre vraiment ça, qu'on puisse emmagasiner de l'énergie sous forme interne, et de savoir grosso modo qu'est-ce que ça va modifier au niveau du système thermodynamique. On verra sur quelques exercices comment cela se manipule.